Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur l'espace Agora, cet espace de conférence qui vous propose de rencontrer des experts techniques, des experts financiers sur le sujet de la transition énergétique et environnementale. Alors cet espace, il est proposé en partenariat donc, entre la Banque Populaire Aura et notamment sa banque de la transition énergétique qu'on va vous présenter dans quelques instants et le sommet de l'élevage. Donc ils sont partenaires sur cet espace-là pour vous proposer tout un programme de conférences. Vous avez les petits flyers qui sont sur les chaises où vous pouvez retrouver le programme pour demain et après-demain. Donc n'hésitez pas à l'emmener avec vous, à le garder pour pouvoir savoir ce qu'on vous propose. Et donc on vous propose, pour terminer cette matinée, une conférence sur l'agrivoltaïsme. On a parlé tout à l'heure de photovoltaïque avec Terre et Lac et on a vu qu'effectivement il y avait aussi la possibilité d'installer des panneaux au sol, alors des panneaux sur des parcelles de culture. Ça peut apporter, vous allez le voir, une protection ou un bénéfice pour les plantes. Ça peut aussi apporter un complément de revenus, bien entendu. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un projet comme celui-ci, il faut qu'il y ait à la fois une vertu agronomique et pas seulement un intérêt économique. Alors c'est un sujet très intéressant et pour en parler, on a deux intervenants à mes côtés. Maxime Fage, qui est expert en énergie renouvelable au sein de la BTE. Bonjour Maxime. Bonjour. Et Timothée Pierre, qui est DGA de Sunagri. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors on va commencer avec vous Maxime pour nous présenter donc, la Banque de la transition énergétique. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Merci. Bonjour à tous. Donc enchanté, je travaille au sein de la Banque de la transition énergétique. Je m'occupe de la modélisation financière des projets photovoltaïques. Et du coup, je vais vous faire une courte présentation sur la banque, pourquoi elle a été créée. Donc c'est une filiale de la Banque Populaire qui a été créée il y a 3 ans maintenant. Elle a été créée pour 2 principales raisons. La première, c'est pour avoir une équipe d'experts liés aux différents sujets de la transition énergétique. Moi, je m'occupe du photovoltaïque, mais j'ai d'autres collègues qui sont sur la méthanisation, l'hydroélectricité ou l'optimisation énergétique des bâtiments. Et ensuite, la deuxième raison de la création de cette banque, c'est qu'il y avait de plus en plus d'épargnants de la Banque Populaire qui nous demandaient ce qu'on faisait de leur argent. Et du coup, on a créé des comptes à terme et des livrets dédiés à la transition énergétique. Et on utilise exclusivement l'argent de ces livrets pour financer vos projets photovoltaïques ou vos projets d'optimisation énergétique. Du coup, il va y avoir une vraie traçabilité de l'épargne. L'idée, c'était d'avoir de l'épargne locale utilisée pour des projets en Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, vous pouvez retrouver une traçabilité sur notre site internet où il y a vraiment l'épargne qui est associée à des projets avec les différents types de technologies et autres. Un autre aspect important de la banque, c'est qu'on a créé un réseau de partenaires en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, je vais me focaliser surtout sur les projets photovoltaïques. On a décidé d'avoir un partenaire par département. Et donc comme ça, le but, c'était de valider ces partenaires, de leur business plan, la manière dont ils construisent les projets, et ensuite de pouvoir les proposer aux clients si jamais ils sont intéressés, voilà, d'avoir aussi un rôle de conseil là-dessus. Voilà pour le premier slide. Ensuite, ici, donc, je vais revenir sur les différents projets qu'on pourrait financer, qu'on pourrait analyser. Donc, il va y avoir tout ce qui est énergie renouvelable avec le photovoltaïque, l'hydroélectricité, la méthanisation, les éoliennes et la chaleur renouvelable. On va aussi avoir tout un pôle sur l'optimisation énergétique, la performance énergétique et environnementale, avec dans lequel on va retrouver la rénovation énergétique de l'habitat, l'efficacité énergétique des entreprises et des collectivités locales, l'écomobilité, l'économie circulaire et tout ce qui va être lié à la qualité de l'air et à la gestion de l'eau. Et enfin, on aura un dernier pôle qui commence à se développer aujourd'hui. Ça va être une partie innovation dans laquelle on va retrouver des projets hydrogène, des projets de stockage d'énergie qui sont de plus en plus liés aux projets photovoltaïques au sol de grande taille et tout ce qui est énergie décentralisée. Et enfin, pour terminer, donc, je vous ai parlé des partenaires photovoltaïques tout à l'heure, mais on a aussi des partenaires sur tous les autres sujets liés à la transition. Et donc, si vous êtes intéressé, on en a lié à l'efficacité énergétique, à la négociation de contrats d'énergie et aux obtentions d'aides publiques. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous parler après, on pourra en discuter et je pourrai vous mettre en contact si jamais vous le souhaitez. Voilà, merci. Merci. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup Maxime pour cette présentation et donc on va maintenant pouvoir s'intéresser vraiment à notre cœur de sujet. Avec vous, Timothée Pierre, donc vous êtes, je rappelle, DGA de Sunagri.
Je suis allée faire un petit tour, bien sûr, sur le site internet en préparant cette conférence et j'ai vu que votre mission, c'était de développer des solutions d'adaptation pour l'agriculture face au changement climatique. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter la structure et puis nous expliquer ce qu'est l'agrivoltaïsme? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, dans un premier temps, qui est Sonagri, très rapidement. Et après, je ferai un point sur les textes de loi qui sont en cours et qui vont gérer l'agrivoltaïsme au sens large. Sonagri est le pionnier de l'agrivoltaïsme, en particulier l'agrivoltaïsme dynamique, c'est-à-dire faire bouger les panneaux en fonction des besoins des plantes. Et ça nous a permis depuis quelques années d'obtenir différents prix distinctifs au niveau agricole, dont en 2021 le CITEVI, et aussi régulièrement avec le développement de nos différentes structures, en particulier dans le sud de la France. On est l'objet de reportages sur différents supports médiatiques. C'est important de communiquer sur l'agrivoltaïsme parce qu'il y a souvent des confusions sur ce qu'est l'agrivoltaïsme par rapport à d'anciens projets qui étaient de faux projets en faveur de l'agriculture. Comment ça fonctionne? L'objectif est, avec les persiennes, c'est-à-dire les panneaux, de protéger les plantes contre les aléas climatiques. Et pour ça, on va piloter les panneaux à certaines périodes. Et par exemple, à l'automne, à l'hiver, on va faire ce qu'on appelle du tracking solaire, c'est-à-dire qu'on va suivre le soleil pour produire de l'énergie. À l'inverse, à d'autres périodes, en particulier le printemps ou l'été, là, on va gérer la lumière. Quand la plante a besoin de lumière, on va s'effacer, c'est-à-dire qu'on va mettre les panneaux parallèles aux rayons du soleil pour que la lumière vienne toucher les plantes. Et ça aura une importante influence sur ce qu'on appelle l'induction florale, c'est-à-dire la production, le nombre de fruits. Et à l'inverse, en été, quand on calculera qu'il y a trop de stress climatique pour les plantes, trop de stress hydrique, là, on va gérer les panneaux pour faire le maximum d'ombre sur les plantes ou sur l'interrang. Et pour ça, donc, on a créé des algorithmes en fonction des différentes espèces pour pouvoir optimiser la gestion des aléas climatiques pour les plantes. Donc, on protège en particulier contre le gel du printemps ou contre les risques de canicule. Aujourd'hui, vous avez le nombre d'installations qu'on a pu mettre en œuvre en France. Elles sont principalement dans le sud de la France, dans le bassin sud. Pourquoi? Principalement parce que c'est là qu'il y a eu les principaux aléas climatiques et c'est là où les plantes avaient besoin de plus de protection. Donc ça a été principalement en arboriculture, en maraîchage et également en vigne. Donc vous voyez, on commence au plus au nord avec le site d'Étoile-sur-Rhône et puis après, on va descendre jusqu'à Perpignan où là, on a des sites qui à la fois protègent des vignes et des plantes arboricoles. On a à peu près 150 hectares de plantes qui sont aujourd'hui protégées avec nos systèmes agrivoltaïques dynamiques. Je le répète parce que les persiennes ou les panneaux vont bouger pour protéger les plantes à certains moments contre les aléas climatiques ou à d'autres moments pour produire de l'électricité, puisque c'est l'électricité qui paye la structure. Les principaux résultats qu'on a eus, et j'allais dire malheureusement qui augmentent avec le temps, c'est parce que la pression canicule, elle ne fait qu'augmenter au cours des années. En moyenne, on est 5 degrés en dessous sous les persiennes par rapport à un témoin qui est à l'air libre. En période de gel, c'est-à-dire au printemps, on va être 2 degrés supérieurs sous les persiennes par rapport aux témoins. L'impact le plus probant qu'on obtient, c'est sur l'irrigation, parce qu'aujourd'hui, la plupart des cultures dans le sud de la France sont irriguées, même les vignes. Et là, on a 30% d'irrigation en moins nécessaire sur ces cultures qui sont protégées. Et dans l'avenir, cet avantage sera clé pour continuer, pour que les agriculteurs puissent continuer à produire. On protège la qualité des fruits parce que le trop de soleil, ça brûle les feuilles, ça brûle les fruits. Et donc ça, ce sont des écarts pour les producteurs. Si on parle de vin, on a aussi un impact sur la qualité du produit fini, en l'occurrence là le vin, puisqu'on on a une baisse de 1,2 degré d'alcool. Et aujourd'hui, les producteurs, en particulier les viticulteurs, font face à des productions où il y a trop d'alcool. Puisqu'aujourd'hui, les vins vont être supérieurs à 15 degrés, voire pour certains 17 degrés. Pour ceux qui connaissent, c'était l'équivalent des vins du Portugal, la vallée du Douro, pour ceux qui ont pu déjà en déguster. Et on a plus d'acidité sur les vins. Donc on joue à la fois et sur les rendements, mais aussi sur la qualité des productions. Et là, un exemple de ce qu'on a obtenu cet été, parce que tout ce pilotage est permis parce qu'on fait des expérimentations qui nous permettent d'affiner le pilotage et de faire en sorte de gérer les panneaux, l'orientation des panneaux pour obtenir le meilleur rendement. Donc là, vous voyez une des expérimentations qui a eu lieu en abricot et dessous en pêche. Et à droite, vous avez aussi une installation en vigne.
un des résultats de cette année, vous le voyez, à gauche, c'est une grappe qui est sous notre structure agrivoltaïque dynamique. Et à droite, c'est le témoin, la même date, c'est au mois de septembre sur le site de Piolinc, dans le Vaucluse, cette année. Et en termes de rendement 20, on va être 10% supérieur là, cette année sur la structure sur les vignes qui ont été protégées par la structure agrivoltaïque. Alors maintenant, on va parler plus de l'agrivoltaïsme au sens large, parce que là, je vous ai présenté Sonagri qui s'adresse à un certain segment de marché, ce n'est pas tout l'agrivoltaïsme. Et ce que je vous propose maintenant, c'est parler de l'agrivoltaïsme au sens large. Faire de l'ombrage pour les plantes, c'est utile. Et j'allais dire malheureusement, parce qu'il y a une urgence climatique. Jusqu'à quelques années, on vous parlait d'un plus de degrés d'augmentation de température. En fait, à aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le scénario, c'est plus 4 degrés. Et donc, on va avoir des périodes de canicule qui vont être de plus en plus récurrentes. Et le nombre de pics de canicule vont augmenter au cours des étés. Ça a un impact, bien sûr, sur le bien-être, mais c'est aussi un impact sur la production agricole. Et aujourd'hui, les solutions agrivoltaïques, quelles qu'elles soient, amènent une solution à la fois pour les agriculteurs, pour mieux gérer leur culture, mais en même temps pour participer à la transition énergétique, puisque nos panneaux permettent aussi de produire de l'énergie. Alors quelque part, qu'est-ce qui peut être le driver du développement de l'agrivoltaïsme, que ce soit pour protéger les plantes ou aussi, quand je parle d'agrivoltaïsme d'élevage, pour protéger les animaux contre aussi les périodes de canicule, en amenant aussi de l'ombre. J'allais dire que le gouvernement aujourd'hui a donné le cap. C'est pour la production d'énergie solaire, c'est 100 gigawatts à l'échelle de 2033. Sur ces 100 gigawatts, il y a 30% qui pourraient être de l'agrivoltaïsme. Et c'est ça aujourd'hui que tous les opérateurs de l'agrivoltaïsme et de production d'énergie solaire essayent de développer en étant en contact avec les agriculteurs et en leur proposant différentes solutions. Alors il y a deux types d'agrivoltaïsme, ou deux types de propositions qui peuvent être faites. Et il ne faut pas les confondre. Il y a d'un côté l'agrivoltaïsme. L'agrivoltaïsme, ça peut être ce que je vous ai présenté avec Sonagri, ça peut être aussi des panneaux fixes au-dessus de plantes fourragères, ou ça peut être aussi des panneaux qui vont faire du tracking solaire dans lequel certaines plantes peuvent mieux résister à ce type d'ombrage. Mais à chaque fois, dans ces trois cas-là, il y a réellement une production agricole qui est possible sous les panneaux. Et on amène un service à l'agriculteur. Et l'activité principale du producteur ou de l'agriculteur, c'est bien toujours d'être agriculteur. Ça, c'est l'agrivoltaïsme. Et nos structures, elles sont réversibles, c'est-à-dire qu'au bout de généralement 30 ans, il y a un démantèlement possible de ces structures, si l'agriculteur le souhaite. Et il y a un autre type d'offre qui peut être fait sur les terres agricoles, ce qu'on appelle le photovoltaïsme compatible sur un terrain agricole et forestier. Mais là, ce sont sur des terres qui ont été inexploitées pendant plus de 10 ans et qui ont aussi un certain type de terre. C'est souvent des terres qui ont été anciennement polluées, sur lesquelles il y a eu, qui ne sont pas exploitables. Et ça, c'est du PV compatible sur les terrains agricoles, mais on n'aura pas les mêmes lois et les mêmes objectifs. Aujourd'hui, l'agrivoltaïsme, c'est bien des agriculteurs qui ont des terres agricoles. Ils vont continuer à être agriculteurs et on va gérer la mise en place de structures qui vont produire de l'électricité, mais amener des bénéfices à l'agriculteur. Et l'agriculteur pourra toujours être agriculteur et faire son métier numéro 1, qui est d'être agriculteur. Alors actuellement, il y a différents décrets qui sont en jeu et qui vont permettre de pouvoir définir réellement les offres qui vont être faites aux agriculteurs, sachant que l'objectif numéro 1, c'est de protéger le potentiel agronomique de l'agriculteur, que ce soit des plantes ou des élevages. Principalement, c'est grâce à l'ombrage de permettre de mieux résister aux aléas climatiques ou de favoriser le bien-être animal. Alors il y a différents sujets qui sont actuellement en cours de discussion. La première, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura une structure agrivoltaïque, il y aura une parcelle témoin. Alors actuellement, le décret va définir la taille de la parcelle témoin, dans quel cas il faudra une parcelle témoin. Donc il y a deux possibilités dans l'avenir. Soit si l'installation fait plus de 500 kW, il y aura une zone témoin qui sera nécessaire. Soit pour toutes les installations, quelle que soit sa taille, il faudra mettre une zone témoin ou éventuellement, dans certains cas, ça peut être une référence dans l'exploitation de l'agriculteur qui servira de zone témoin. Mais pendant X années, et qui vont être définies, on va toujours comparer le rendement
de l'agriculteur sous le système agrivoltaïque comparé à une zone témoin. L'idée est de voir les bienfaits et de pouvoir les comparer. Je vais parler maintenant de production pour l'agriculteur. La production agricole doit toujours être le driver numéro 1 de la production de l'agriculteur. Et l'idée, c'est qu'on ne fasse pas décroître le rendement de l'agriculteur ou sa production de plus de 10 ou 20%. Là encore, le texte de loi va définir quel est le seuil à partir duquel on considérera que ce n'est pas une solution agrivoltaïque. Et donc l'agriculteur, il doit au final avoir un revenu agricole qui soit similaire à ce qu'il avait sur la zone témoin. On parle bien, voilà, toujours on est dans la continuité de l'activité agricole, même s'il y a la mise en place de ces structures. Enfin, là, ça va être la taille de la structure. L'idée est que le taux d'empreinte, c'est-à-dire si on met les panneaux à plat, ils ne doivent pas représenter plus de 30 ou 45% de la parcelle. Ce ne sont pas des champs solaires. Sur un champ solaire, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous allez, notamment si vous êtes au bord des autoroutes, vous allez voir des panneaux qui vont être à 1 mètre du sol, qui vont être positionnés avec un certain angle par rapport au soleil. Là, si jamais je mettais les panneaux à plat, c'est 75% du sol qui est couvert par les panneaux. Là, si on veut une réelle coexistence des deux productions, ce n'est pas possible, il y aura trop d'ombre. Qui dit trop d'ombre dit pas de photosynthèse, pas d'herbe, pas de maïs, pas de vigne. C'est pour ça que pour qu'on soit cohérent avec le fait qu'il y ait une coexistence des deux activités, il faut limiter le taux de couverture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la discussion elle est entre 30 ou 45%. Là, les deux seuils sont en cours de discussion. De la même façon, la perte de terre cultivable sera limitée également parce que lorsqu'on met des poteaux, les cultures ne sont pas toujours compatibles. Je vous donne un exemple, je vais prendre de la vigne. Si c'est une vigne et, que la machine qui récolte, c'est une enjambeuse, s'il y a des poteaux, la machine ne peut pas passer. Donc, je ne mets pas de vigne. Donc là, on va perdre entre 7 et 10% de production qui peuvent être compensés après, on rajoute de la densité ou bien sûr, après, on protège contre les aléas climatiques et là, ce qu'on a perdu d'un côté, on va le récupérer de l'autre. Mais l'idée aussi, là, c'est de mettre des seuils pour éviter qu'il y ait des structures agrivoltaïques en tout genre qui soient proposées aux agriculteurs et que l'agriculteur soit toujours producteur agricole. En parallèle, donc je vous ai dit, là, je vous ai parlé de l'agrivoltaïsme, du projet. Il y a aussi un projet, un décret, qui lui va viser à légiférer donc, le photovoltaïsme compatible sur les terrains agricoles et forestiers, mais qui ne sont pas cultivés depuis plus de 10 ans. Donc là, ça sera un certain type de terrains qui vont être ciblés, où là, ni l'activité agricole ni l'activité pastorale étaient possibles. Généralement, ce sont des sols dits pollués. Alors, il peut y avoir eu avant une activité industrielle, ou c'était une ancienne déchetterie, etc. Et en fait, ces terres ont été délaissées par les infrastructures. Là, dans ce cadre-là, les structures photovoltaïques classiques, c'est-à-dire celles qui vont être entre 80 cm ou 1 cm du sol, là, vont pouvoir être mises en place. Et généralement, pour ce qui est compatible, c'est l'élevage d'ovins parce que là, les brebis peuvent venir pâturer entre les panneaux. Alors, c'est un côté à la fois utile pour l'agriculteur parce que les brebis peuvent venir sur un pâturage additionnel. Et en même temps, c'est pratique pour l'énergéticien parce que ça lui évite d'avoir un coût de gestion de cette partie-là. Mais ce n'est pas de l'agrivoltaïsme dans ces cas-là. Il peut y avoir une coexistence, mais ce n'est pas de l'agrivoltaïsme parce que là, l'activité numéro 1, ça sera de la production énergétique. Contrairement à l'agrivoltaïsme, où là, la production numéro 1, c'est la production agricole. Toujours et encore. Donc, vous pouvez le constater, hein, il y a 5 ans en arrière, moi je travaillais complètement dans un autre secteur, j'étais dans le monde des semences. Il n'y avait pas d'énergéticien qui était présent. Aujourd'hui, quand vous allez dans les salons agricoles, vous pouvez aller là à côté, vous allez voir, vous avez 10-20% des stands, ce sont des énergéticiens. C'est une discipline qui est en plein essor, voilà, vous pouvez le constater. L'agrivoltaïsme, c'est différent du photovoltaïque. Comme vous l'avez vu, il y a des textes qui vont le réguler, et il faut accepter que ça soit régulé. L'acceptation, elle n'est pas facile, elle est variable en fonction des territoires, et on a un gros travail tous ensemble de concertation à faire. Et à chaque fois qu'on a un projet, on le fait avec l'agriculteur, parce que le meilleur porteur du projet, c'est l'agriculteur. Et on constate aussi que la France, elle est leader dans l'agrivoltaïsme. Il a été créé, ce terme-là a été créé en France. Et aujourd'hui, ces concepts-là, ils se développent en France. Mais aujourd'hui, il y a un deuxième pays qui suit ce qu'a fait la France, c'est l'Italie, où il y a aussi de l'agrivoltaïsme qui est en cours de développement.
Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous laisse revenir par ici. J'ai une petite question pour vous, pour compléter ce que vous venez de nous présenter. Quelles sont les étapes quand on veut se lancer dans un projet agrivoltaïque comment est-ce qu'on procède pour savoir si c'est une bonne idée pour son exploitation? Voilà, quelles sont les étapes? La première des choses, c'est qu'il faut d'abord avoir un projet agricole. Si je veux être cohérent avec ce que j'ai dit, hein, la première des choses, c'est continuer à avoir un projet agricole. Ensuite, c'est de bien évaluer la compatibilité entre cette activité agricole et puis le fait qu'on vienne mettre en place une structure qui va produire de l'énergie et que cette structure amène bien des bénéfices ou des services à sa production agricole. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de Sonagri, qui n'est pas un exemple dans l'agriculture, enfin dans l'élevage, mais aujourd'hui, ça s'est développé dans le sud de la France sur les vignes, parce que là, il y avait de réels aléas climatiques pour lesquels il y avait une urgence à sauvegarder les vignes. Aujourd'hui, on ne va pas en Champagne, parce qu'aujourd'hui, ils n'en ont pas encore besoin. Peut-être que dans 5 ans, on ira le développer. Donc, il faut que l'agriculteur ait réellement un intérêt à protéger sa culture, qui peut être des fourrages pour l'élevage ou d'autres cultures, pour protéger ces cultures. Et donc, est-ce qu'il y a un accompagnement qui est proposé quand on émet le souhait de se lancer dans ce type de projet? Ah oui, alors il y a un accompagnement qui est fait, c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre un agriculteur, il y a d'abord une définition du projet agricole. Avant cela, d'ailleurs, les chambres d'agriculture viennent parfois en soutien, comme un tiers, pour donner des conseils aux agriculteurs. Donc ça, c'est suivant les départements, les chambres d'agriculture sont plus ou moins impliquées au début d'un projet, mais tout le temps à la fin, généralement, parce qu'elles participent d'ailleurs elles participent au CDPENAF qui donne un avis sur les permis. Donc de toute façon, à un moment ou à un autre, les chambres d'agriculture participent au projet de façon vraiment active. Et donc on définit ce projet agricole, et puis après, une fois que le projet agricole est défini, qu'on a défini la taille de la structure, comment ça allait se positionner, les animaux par exemple, comment ils allaient circuler, le matériel dont il a besoin, c'est là après que le projet il est déterminé. Après on fait la demande de permis, parce qu'il y a des demandes de permis de construire, et quand le permis de construire est obtenu, et bien après on passe dans des phases plus là de construction, donc il y a des phases de financement, puis des phases de construction. Un projet, mais en moyenne 3 ans et demi, entre le moment où un agriculteur est... Il n'y a plus de micro, ça y est. Et au moment où l'agriculteur va avoir sa structure mise en service, c'est entre 3 ans et 4 ans. D'accord. Est-ce qu'il y a des types de cultures ou peut-être même aussi des types d'élevage qui ne sont pas du tout compatibles avec l'agrivoltaïsme? Alors, des types d'élevage, non, parce que là, il suffit d'adapter la hauteur des panneaux. Donc moi, je dirais qu'il n'y a pas d'élevage pour lesquels ce n'est pas possible. Pour les cultures, je dirais oui. Avec la vision Sonagri, c'est que les plantes ont besoin de lumière pour faire de la photosynthèse. Si à un moment donné, l'ombrage n'est pas géré et que vous faites trop d'ombrage, la plante va faire moins de photosynthèse, mais surtout elle va faire moins de fruits. C'est-à-dire qu'elle fera beaucoup de feuilles, mais elle fera plus de fruits. Et donc le rendement peut diminuer. Donc là, ce qu'on fait, le travail qu'on fait, c'est qu'on regarde comment gérer l'ombrage en fonction des différentes espèces. Et on cible d'abord les espèces qui sont le moins résistantes aux aléas climatiques. Par exemple, mettre une structure sur des oliviers, alors que l'olivier aujourd'hui, c'est une des espèces qui est la mieux adaptée à résister dans les climats qui sont en train d'évoluer. Ça a moins de sens que de protéger, par exemple, des cerisiers. Quelle est la différence, question pour vous Maxime, sur le financement d'un projet classique photovoltaïque et le financement d'un projet agrivoltaïsme? Est-ce qu'il y a des différences? Alors pour nous, ça va être sur l'analyse des projets qui durent plus longtemps. Donc on va attendre que le projet soit sécurisé pour regarder le financement. Et on va attendre par exemple que le permis de construire soit obtenu. Et donc là, on est dans les étapes, il y a déjà 2 ans de développement de projet en gros avant que le projet soit financé. Mais sinon, aujourd'hui, comme la CRE, qui est la Commission de régulation de l'énergie, ouvre le financement et ouvre le tarif d'achat d'électricité sur ces terres agricoles, c'est quelque chose qu'on peut regarder sur des financements aussi longs, avec des financements de 20 ans et au-delà. Et est-ce que vous accompagnez les agriculteurs dans l'étude justement de rendement aussi? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, effectivement, il peut y avoir parfois une baisse de la production et qui peut être équilibrée d'une autre manière. Donc est-ce que vous les accompagnez aussi sur cette partie-là? Alors nous, sur l'analyse financement,
au sein de la banque, nos business plans, on les fait ce qu'on appelle en P90, qui est une version sécurisée du productible de la centrale. Et donc l'idée après, c'est d'adapter en fonction des revenus, de prendre un cas sécurisé et de valider un projet sur une durée qui correspond, qui a un peu de souplesse pour l'agriculteur au cas où il y a une mauvaise année et que ça puisse continuer derrière. J'ai une autre question pour vous, Timothée Pierre. Est-ce que quand on installe donc un système d'agrivoltaïsme sur son exploitation, l'exploitant est propriétaire des panneaux ou bien comment c'est monté en fait? Alors en fait, ça va dépendre de chaque entreprise. Vous avez des entreprises qui permettent aux agriculteurs d'investir ou de co-investir à 100% ou partiellement, ou d'autres, ce n'est pas le cas, qui ne permettent pas à l'agriculteur de pouvoir être co-investisseur. Donc là, au démarrage, la structure, elle peut appartenir partiellement à l'agriculteur ou pas. Par contre, à la fin du bail, là, dans tous les cas, la structure, elle peut être démantelée ou pas. C'est l'agriculteur qui va choisir de la conserver ou de ne pas la conserver. S'il ne la conserve pas, là, c'est à la charge de l'énergéticien de démanteler la structure. Et l'agriculteur retrouve son sol à l'équivalent des 30 ans, c'est-à-dire sans aucune installation dessus. Si jamais il veut la conserver, là, il devient 100% propriétaire de la structure. Et il devient à son tour, et toujours agriculteur, et aussi producteur d'énergie. Et donc l'énergie qui est produite, qu'est-ce qui se passe avec cette énergie? Est-ce qu'elle peut être utilisée en autoconsommation? Est-ce qu'elle est revendue? Alors, je vais prendre des exemples que j'ai connus. Très généralement, l'agriculteur a une consommation qui est très très faible par rapport à ce qu'on produit sur une parcelle, puisque les parcelles vont faire en moyenne, si on parle de culture, entre 3 et 5 hectares, et en élevage, peut-être 10 hectares. Donc c'est l'équivalent d'une production pour la plus petite de 500 foyers jusqu'à 2500 foyers. Donc la consommation de l'agriculteur, elle est généralement très très inférieure à ce que produit la structure. L'autre aspect, c'est que les structures, elles sont souvent isolées, loin de l'exploitation. Donc en fait, l'autoconsommation, elle n'a pas tellement de sens parce que ça va nous coûter tellement cher de relier la structure à l'exploitation qu'on ne le fait pas. Et la meilleure autoconsommation, généralement, c'est les structures sur les hangars, où là, on est proche des installations de l'agriculteur et là, l'autoconsommation a du sens. Quand on est sur des installations sur les parcelles, généralement, ça n'a pas de sens. Voilà, on va dépenser de l'argent pour rien. Donc là, l'électricité est remise dans le circuit Enedis. Et par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut des fois faire un contrat. Si l'agriculteur il veut véritablement quand même consommer cette électricité-là, on peut lui concevoir un contrat dans lequel il va y avoir une correspondance de consommation d'énergie et uniquement de l'énergie verte. Il sera alimenté uniquement en énergie verte, mais il y aura une concordance de temps entre sa consommation et ce qui est produit sur la parcelle. Et là, c'est un contrat spécifique qu'on peut lui faire dans ces cas-là. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Est-ce qu'on a des questions dans la salle sur ce sujet? Merci beaucoup, bonjour. J'ai une question qui s'adresse à vous deux, mais surtout à l'énergéticien de la bande. Vous nous avez dit vous aviez une posture qui était assez claire sur le fait qu'il fallait qu'il y ait un projet agricole avant le projet photovoltaïque. Enfin, agrivoltaïque en l'occurrence. Est-ce que, justement, on ne peut pas avoir, dans le cadre quand on a trouvé un terrain, le fait de permettre un retour à l'agricole, on a parlé des terrains en jachère tout à l'heure, est-ce que ça ne peut pas accompagner aussi les transitions agricoles, mais justement qui n'auraient pas pu se faire, la transition ou transmission d'ailleurs. On sait que c'est une grosse problématique dans le monde agricole que celle de l'âge moyen dans la filière. Donc est-ce qu'on ne peut pas justement avoir une logique d'accompagnement plutôt qu'une logique de systématiquement avoir un projet agricole qui préexiste? Quelque part, je suis d'accord avec vous, mais vous l'avez dit, c'est pour remettre en production agricole cette parcelle. Donc finalement, dans ce que vous nous avez dit, ça reste un projet agricole. On garde un projet agricole, mais justement, on arrive sur un terrain qui n'est pas exploité, qui a une valeur agronomique correcte. Est-ce qu'on ne peut pas justement avoir un appel à projet de la part d'un porteur de projet agrivoltaïque qui dise, voilà, j'ai un projet agrivoltaïque, venez vous implanter, et bien entendu, le cahier des charges derrière de l'installation suivra vos exigences. Mais derrière, l'initiative, si vous voulez, n'est plus agricole. Ça peut l'être. Si, là encore, il y a une production agricole réelle qui existe dessous, après, derrière. Voilà. Mais effectivement, ça peut être identifié. D'ailleurs, c'est ce que font certains opérateurs. Ils ciblent actuellement les terres en jachère
pour justement proposer après des solutions. Mais tout à fait, ça peut permettre, le fait qu'on fasse de l'ombrage peut permettre de relancer certaines productions. Et c'est l'exemple d'ailleurs qu'on a actuellement sur le Bordelais. Comme vous le savez, il y a énormément d'arrachages qui sont actuellement faits dans le Bordelais, des arrachages de vignes. Et justement, il y a d'autres cultures aujourd'hui qui sont envisagées. Et dans ce cadre-là, il peut y avoir les panneaux qui viennent aider à justement ce changement d'espèce. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Merci. Alors, on a beaucoup de monde qui est venu assister à cette conférence sur l'agrivoltaïsme. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir, poser une question, réagir, témoigner? Ne soyez pas timide. Vous avez juste à me faire un petit signe et j'arrive avec le micro. Vous avez beaucoup parlé du coup des cultures, des arbres, arboriculture, vigne, etc. Et vite fait des fourrages. Mais en termes d'élevage, qu'est-ce qu'il en est? Parce que manifestement, Sonagri, vous en faites pas du tout. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui existe? Le bien-être animal, comment c'est mesuré? Qu'est-ce que ça peut apporter? Comment ça peut modifier les systèmes, etc. Principalement, alors, l'intérêt de l'ombrage là pour les animaux, il peut servir à la fois en période d'été pour réduire la température sur la parcelle. Donc là, ça sert à diminuer l'impact des canicules sur les animaux, et notamment lorsqu'elles peuvent être elles aussi en stress par rapport à l'alimentation en eau. Et ça peut aussi permettre à l'automne de garder les animaux plus longtemps au pré. Donc ça peut amener de la souplesse à l'agriculteur dans la gestion de ses pâturages, pour laisser le plus longtemps possible les animaux sur les prairies permanentes. Donc là, mais le principal bénéfice pour le bien-être animal, ça va être en été, véritablement pour protéger lors des périodes de canicule. Après, il faut avoir une hauteur suffisante, parce que sous les panneaux, il peut faire très chaud. Donc il faut quand même qu'il y ait une hauteur suffisante pour qu'il y ait une distance suffisante entre le panneau et l'animal. L'autre aspect aussi, c'est qu'il y ait une hauteur suffisante pour pas que l'animal se blesse avec le bord des panneaux. Mais aujourd'hui, ça peut amener un intérêt fort pour les éleveurs par rapport à la canicule ou alors pendant des périodes de froid. Et vous parliez tout à l'heure des systèmes de trackers, etc., justement d'adapter la hauteur, mais adapter la hauteur d'un tracker, développer un peu le truc. Non, alors, là, je vais prendre principalement dans l'élevage. Aujourd'hui, les principales structures qui sont proposées en élevage, c'est des panneaux fixes. Vous pouvez le voir sur le côté, parce que c'est la plupart des structures. Les trackers, l'intérêt des trackers, c'est que, si vous voulez, à certains moments, vous pouvez les mettre à la verticale, ce qui va permettre à l'agriculteur de pouvoir passer avec son matériel pour ressemer la prairie ou pour faire le travail du sol. Après, dans ces cas-là, si on bouge les panneaux, et on va les mettre suffisamment haut pour que les animaux, quelle que soit la position du panneau, les animaux soient dessous et que jamais un animal peut se retrouver coincé dessous. Donc on va gérer la hauteur du mât, et après, quand le panneau va être à la verticale, la base du panneau ne touchera jamais un animal. Donc ça peut être un choix qui est fait de l'énergéticien de choisir soit une structure fixe, soit une structure avec un tracker qui va suivre le soleil, mais en position verticale. Le panneau sera à une hauteur suffisante pour que l'animal ne soit jamais touché. Et la différence entre un tracker et un fixe, déjà en termes de prairie, de pousses, de tout, les résultats ne sont pas les mêmes? Alors il peut y avoir un résultat différent effectivement, parce que dans le cas d'un panneau fixe, l'ombre, la zone d'ombre va rester beaucoup plus fixe. Voilà. Donc ça veut dire que moi, si je suis agriculteur, je vais choisir un mélange qui va être différent en termes de fourrage. C'est-à-dire le mélange que je vais choisir va être différent. Et il est possible aussi que le renouvellement soit différent. C'est-à-dire que la régularité du renouvellement de la prairie soit différent, et il faudra l'adapter en fonction. Il y aura certainement quelque chose de différent à faire entre une structure fixe et une structure avec un tracker, parce qu'avec le tracker, quelque part, la luminosité va être plus partagée, je parle pour les plantes, va être plus partagée que dans le cas de panneaux fixes. Donc moi, en tant qu'agriculteur, je ne mets pas le même mélange fourragé entre une structure fixe et une structure avec un tracker. Et ensuite, le renouvellement il sera certainement différent. Et je pense supérieur dans le cas de panneaux fixes que dans le cas d'un tracker.
Merci. Un grand merci, Timothée Pierre, vous avez été très très clair sur cette présentation. On a parlé de l'amont du projet. Dans l'amont, il y a l'élaboration d'un projet agricole. J'aurais bien aimé peut-être avoir votre avis sur la question du raccordement. La plupart de ces installations seront situées loin des points d'interconnexion de notre réseau que nous connaissons. Alors je ne vais pas rentrer dans un jargon de poste source, d'ouvrage de raccordement, de branchement, d'extension, mais comment vous travaillez avec le gestionnaire de réseau, en l'occurrence Enedis, sur 99% du territoire, pour préparer au mieux le raccordement de ces installations qui vont nécessiter nécessairement, pour leur raccordement, l'extension d'ouvrages d'électricité? Déjà, le concept du raccordement, c'est les premiers qui s'installent qui payent pour les autres. Voilà. C'est-à-dire moyen d'installation, plus les coûts de raccordement sont élevés, et plus les nouveaux créateurs créent des capacités qui vont permettre aux suivants de pouvoir se raccorder. Donc quelque part, aujourd'hui, les premiers projets vont permettre aux autres de se développer plus rapidement. Ça, c'est le concept. D'ailleurs, c'est assez communautariste, j'allais dire, dans le bon sens du terme, la notion de raccordement, parce que tout le monde paye au pot, et plus la région et moins la région est raccordée, et plus le projet va payer des coûts de raccordement. Et après, lorsqu'on a le choix, après, là, si je parle si on est une entreprise, après, entre un projet qui est très loin d'un site de raccordement et un qui est plus proche, en termes de priorité d'installation, souvent, on va choisir le projet qui est le plus proche d'une structure de raccordement parce que ça coûte moins cher. Et donc, il y a des choix après qui sont faits en termes de priorité. Mais la multiplicité des installations va faire qu'on va avoir de plus en plus un maillage des structures électriques qui vont permettre petit à petit d'avoir des facilités de raccordement. Mais aujourd'hui, le temps moyen de raccordement, c'est 18 mois. C'est-à-dire aujourd'hui, je vous ai dit, un agriculteur, il met entre 3 ans. Un projet, c'est entre 3 ans et 4 mois. Sur ces 3 ans ou 4 mois, il y a 18 mois, c'est le raccordement. Aujourd'hui, c'est ça le plus long. C'est le temps le plus long dans nos différents projets. Alors, on essaye d'anticiper en discutant avec Enedis, sauf que on discute tous avec Enedis. Donc, finalement, ils ont nos projets en avance, tous en même temps. Donc, ça ne change pas tellement la donne. On met toujours 18 mois pour obtenir nos raccordements. Oui, c'est moi. Bonjour. J'étais propriétaire exploitant jusqu'à maintenant, et maintenant je suis simplement propriétaire et j'ai mis un exploitant. Comment se répartit la valeur de cette électricité? Alors, là, il y a une partie de politique commerciale, mais je vais essayer de vous donner une réponse standard. J'allais dire qu'il doit y avoir un partage avec le bailleur et l'exploitant. Après, la répartition, ça c'est chaque énergéticien qui choisit comment il va répartir cette valeur, ce loyer. Il y en a une partie pour le bailleur et une partie pour l'exploitant. Et après, c'est chaque société qui choisit comment il le répartit. Il n'y a pas une règle qui existe, mais à chaque fois, en tout cas, la règle qui existe, c'est que le contrat, quand on fait un contrat, il y a un contrat tripartite avec l'exploitant et avec le bailleur. Et donc là, c'est là où on se donne les règles dans le contrat de répartition du loyer. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Je reviens vers vous après. Gardez bien votre question. Hein. Merci. On causait raccordement par rapport aux capacités des postes sources. Qu'est-ce que vous savez du développement du poste source au jour d'aujourd'hui? Parce qu'apparemment, certains postes sources risquent d'être à bout de souffle assez rapidement. Être plein? Oui, plein, voilà. Ouais, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, en fait, comment on fait? Là, je vais rentrer un peu dans la popote interne. En fait, on a un outil qui nous permet de voir quelle est la capacité des postes sources. Et en fonction de ça, après, ça nous permet de cibler les zones où il nous semble qu'il va y avoir la possibilité de mettre des projets. Mais après, ce n'est pas nous qui décidons des prochains postes sources. Ça, c'est Enedis après qui décide de l'implantation des nouveaux postes sources. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on fait un projet, on regarde quelle est la capacité des postes sources. Mais quand on décide ça, c'est généralement 2 ans avant l'implantation du projet. Donc des fois, on pense qu'on est proche d'un poste source et finalement,
Le jour où on fait le projet, finalement, on est plus loin. Donc, on a une mauvaise surprise en termes de coût de raccordement. Et parfois, c'est l'inverse. On a une bonne surprise parce qu'il y a un poste source qui a été créé, une infrastructure qui a été créée. Là, il s'est libéré du potentiel. En fait, ça nous permet de gérer globalement l'ensemble de nos grappes de projets. Mais on n'a jamais la vérité. Et au jour d'aujourd'hui, Enedis a une politique de redistribuer des postes sources, des nouveaux postes sources, je dirais. Oui, alors il y a des régions qui sont très en avance par rapport à d'autres. Il y a des régions qui sont très en retard, où c'est beaucoup plus difficile de raccorder. Et on l'intègre dans le coût des projets. Et ça influe sur la rentabilité des projets. Mais bon, le développement, la multitude de projets agrivoltaïques va permettre d'avoir une optimisation de ces coûts-là. Oui, parce que j'avais lu qu'il y avait un système, enfin, ce qu'ils appelaient un poste source express. Enfin, express, ça va pas être du jour au lendemain quand même, il ne faut pas exagérer. Est-ce que c'est... Je sais qu'il y a eu des... Oui, ça s'appelle des postes sources privés. Oui, c'est-à-dire que si vous avez créé une installation qui est suffisamment puissante, vous pouvez demander à créer un poste source qui va correspondre à la majorité de la capacité de ce poste source. Et donc ça permet après à d'autres, le reliquat d'être exploité pour par d'autres installations à côté. Donc ça va être un poste source qui va être majoritairement utilisé par une installation. Là, il faut quand même avoir une installation qui soit puissante. Qu'est-ce que vous appelez puissante? Qui fasse plusieurs dizaines d'hectares. Oui, d'accord. Ouais. Voilà. Alors, merci bien. Merci. Oui, j'ai cru comprendre aujourd'hui qu'il y avait une incitation pour les installations au sol d'en faire de plus petites plutôt que des gros parcs. Moins de 2 hectares. Est-ce que aujourd'hui, dans ce cadre d'installation, on est obligé d'aller au poste source ou alors peut-on aller se connecter sur un transformateur? Non, on n'est pas obligé. Alors, on n'est jamais obligé d'aller au poste source. Enfin, ça dépend des cas, mais on essaye de se répartir. Des fois, on peut se répartir sur différentes installations. Donc, c'est pas une obligation. Le poste source, ça nous permet de déterminer si au final, comment notre courant va être envoyé sur ces différents postes sources, mais il n'y a pas une obligation de toujours être un poste source. Et effectivement, plus votre installation est petite, moins vous avez besoin d'être à un poste source. En fait, vous êtes obligé d'aller à un poste source quand votre installation fait en gros 5 MW. En gros, 5 MW, ça va représenter 6 ou 7 hectares. Okay, donc en dessous, vous n'êtes pas obligé d'aller au poste source. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, je crois que je m'en suis écarté. Alors, est-ce qu'on incite aux plus petits hectares? Alors oui, il y a des régions, d'abord, la plupart des opérateurs, on ne fait pas des grosses installations, on essaye de s'adapter aussi au milieu agricole. Maintenant, il y a une réalité économique. Et moi, je vais prendre juste l'exemple de Sonagri, parce qu'après, ça va dépendre des différentes sociétés, des structures qu'elles ont. Mais aujourd'hui, chez Sonagri, en dessous de 2,5 hectares, on n'arrive pas à atteindre une rentabilité suffisante dans le sud de la France. C'est-à-dire qu'après, si je me mets ici à Clermont-Ferrand, si j'utilisais le même type de structure, il faut au moins que je sois à 5 hectares. Voilà. Mais ça va dépendre de chaque opérateur. Et une deuxième question, est-ce que le syndicat d'électrification, quel rôle il joue à ce niveau-là? Alors, je ne sais pas répondre à votre question. Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas répondre à votre question. Non pas que je fasse de la langue de bois, non, mais je ne sais pas. Est-ce qu'on a une autre question sur ce sujet de l'agrivoltaïsme? Oui, bonjour. Comment choisir l'énergéticien? Enfin, sur quels critères? Parce que maintenant, il y a une multitude d'entreprises. Alors, d'abord, il y a le service agricole qui va pouvoir vous apporter. C'est-à-dire que si c'est des panneaux fixes, des panneaux avec des trackers, des panneaux qui vont s'effacer ou pas, s'ils ont un programme, si vous faites une culture. Donc déjà, c'est quel est le service agricole que l'énergéticien va pouvoir vous proposer. Ensuite, c'est le plan de la structure qu'il va vous proposer, c'est-à-dire
quelle va être l'organisation de la parcelle qu'il va vous proposer, c'est-à-dire en fonction du matériel qu'il va avoir, eh bien, le plan de votre installation peut être différent. Et après, il y a un troisième élément qui est un aspect commercial. C'est qu'est-ce qu'il va vous proposer en parallèle. Ça peut être une aide à l'investissement, ça peut être un loyer, ça peut être une offre d'autoconsommation. Voilà. Et après, il y a aussi un aspect commercial qui va rentrer en ligne de compte. Mais toujours, d'abord, c'est quelle est l'installation qu'il vous propose par rapport à votre projet agricole. Et après, derrière, les deux autres éléments que je vous ai donnés. Et pour moi, il y a ces trois volets-là. Et puis, il y a un quatrième quand même. Moi, j'aime bien. C'est pour ça que je travaille dans le milieu agricole. C'est le contact avec la personne. Et après, derrière, qui est-ce qui va vous suivre? Parce que c'est un projet agricole, là, je vous l'ai dit, c'est 4 ans. Parce que je peux venir vous voir au départ, je vous fais un plan, puis après, vous ne voyez plus personne. Mais qui va vous suivre les 4 premières années pour suivre le projet, suivre la construction, si vous avez des questions, y répondre. Et après, derrière, vous donner les conseils pour quel type de fourrage vous allez mettre dessous, quand est-ce que vous allez pouvoir planter votre prairie, si on parle d'élevage. Et après, derrière, quel est le suivi agricole? Est-ce que l'opérateur, il a bien un service, des personnes dédiées qui vont répondre à vos questions d'agriculteurs, ou non, c'est juste un énergéticien et il n'a pas pensé à ça, ou il n'a pas de prestataire pour faire ça. Donc moi, je dirais aussi, n'oubliez pas le quatrième point, mais qu'on pourrait mettre en premier, c'est les gens avec qui vous allez travailler demain, parce qu'on travaille ensemble. Donc voilà. Et dans l'agriculture, pour moi, c'est pour ça que j'aime bien ce milieu-là. C'est parce qu'il y a encore ce contact-là et cette gestion-là de nos activités. Est-ce qu'il y a une sorte de label ou d'agrément Alors, il y a plusieurs labels qui peuvent exister. Il y en a 2 aujourd'hui qui veulent... Alors déjà, il va y avoir la loi. Quelque part, la loi aujourd'hui, elle va être suffisamment précise pour vraiment bien définir l'agrivoltaïsme. Donc déjà, une société qui va faire de l'agrivoltaïsme, déjà, il va falloir qu'elle rentre dans la loi. Donc ça, c'est la première chose. Et la loi est vraiment très précise. Hein. La deuxième, après, on peut aller au-delà. Quelqu'un qui va vous certifier. Donc aujourd'hui, il y a le Bureau Veritas qui fait un label qui a notamment été poussé par NG Green. Et puis il y a aussi le label AFNOR qui reprend en partie le texte de loi, mais après qui a garanti que l'opérateur a fait bien ce qu'il dit. Voilà. Ça vient en plus, mais le texte de loi, il est déjà bien. Merci. Quelqu'un d'autre qui souhaite poser une question, intervenir, témoigner? Non? Peut-être une dernière question pour vous. C'est comment vous voyez l'avenir de l'agrivoltaïsme? Comment vous vous projetez dans 5 ans, par exemple? Alors, je vais avoir 2 visions. Mais la première, c'est que, comme je vous l'ai dit, malheureusement, les aléas climatiques vont augmenter. Malheureusement. Donc il y a besoin de trouver des solutions pour protéger les animaux, mais aussi les cultures. L'agrivoltaïsme en fait partie. Hein. Il y a plein d'autres solutions qui peuvent être apportées et qui sont complémentaires. Mais l'agrivoltaïsme, c'est un moyen malin, intelligent de concilier et la protection des cultures par rapport aux aléas climatiques qui vont se développer dans l'avenir et la production d'énergie, puisque c'est aussi un objectif du pays de développer les énergies renouvelables. Donc ça va être en plein développement, à la fois sous les cultures, à la fois en élevage et dans les cultures. De plus en plus, les professionnels qui vont amener ces solutions-là vont amener de plus en plus d'expertise en fonction des espèces. Merci beaucoup. Vous avez un stand sur le sommet où on peut vous retrouver ou pas? J'ai pas de stand. Donc vraiment, si vous avez une question, allez-y, parce que c'est maintenant. Mais s'il n'y en a pas, on va clôturer cette dernière conférence de la matinée. J'imagine que vous restez un petit peu dans les parages s'il y a des gens qui étaient un petit peu timides et qui veulent venir vous voir juste après la conférence. Merci à vous également, Maxime. Merci à tous les deux pour cette intervention. C'est la fin de ce cycle de la matinée. N'oubliez pas de regarder le programme pour voir tous les autres événements qui sont proposés. Pour ma part, je vous retrouve demain après-midi à partir de 14 h pour un nouveau temps de conférence ici sur l'espace Agora. Je vous souhaite un bon appétit, profitez bien du sommet et une belle après-midi.